Aujourd'hui dans 101% en mode Twitter, la critique de One Fighter Death Punch, Money Shot, la minute du geek sur David Wiz et Grind les news. Après avoir grandement contribué à faire de la PS Vita une console digne d'intérêt, Is Memories of Celceta pourrait bien atterrir sur PC. Du moins en Chine dans un premier temps, puisque c'est l'éditeur chinois Joyoland, déjà à l'origine de plusieurs portages PC de jeux Falcom, qui a exprimé son intention d'accorder le même traitement à Memories of Celceta courant 2014. Si cela ne change pas grand-chose pour le public occidental pour le moment, rien n'empêche d'espérer une sortie internationale du jeu sur des plateformes comme Steam, que ce soit du fait de Joyoland directement, ou éventuellement d'éditeurs comme Exceed, qui aura désormais une version PC du jeu à partir de laquelle travailler. Depuis 1997, Abe est toujours coincé dans l'usine alimentaire Rupture Farms, et les aliens ont toujours pour but de préparer un nouveau plat révolutionnaire à base de ses congénères. News and Tasty fait de l'œil aux joueurs depuis un moment et semble bien parti pour une sortie plus ou moins rapprochée. Il s'agit du remake en 2,5D du tout premier épisode du sympathique extraterrestre. La discrétion sera toujours de mise pour éviter les divers pièges et autres gardes afin d'échapper à un sort peu enviable et éviter aussi à ses amis de passer à la casserole. Si le pitch ne change pas, le boost graphique est lui évident. Le titre devrait rappeler de bons souvenirs aux vieux joueurs. L'attente ne devrait plus être trop longue pour savoir si le remake est réussi et si la magie fonctionne comme avant. Le jeu d'Oddworld Inhabitants est d'abord prévu sur les consoles Sony actuelles avant de migrer éventuellement un peu plus tard vers d'autres plateformes comme le PC ou la Wii U. Si 2014 est l'année du cheval selon le calendrier chinois, elle est plutôt celle de la chèvre pour le jeu vidéo. Ainsi, alors que le fameux Goat Simulator s'apprête à sortir, Escape Goat 2 vient de se frayer un chemin vers tous les ordinateurs sous Windows, macOS ou Linux. Suite du premier Escape Goat dont il reprend le principe, ce jeu de plateforme orienté énigme est, selon les développeurs, le seul jeu indépendant de 2014 non inspiré par Dark Souls et sans aucun côté roguelike ni de contenu généré de manière procédurale. De bien grandes promesses dont on devrait vérifier bientôt si elles se vérifient ou non à l'occasion d'une critique un de ces jours. Maltael. Un an après la sortie de Diablo 3, Blizzard met à jour l'univers de son jeu avec une extension, Reaper of Souls. Celle-ci met en scène un nouvel adversaire, Maltael. Malthael used to be the Angel of Wisdom, and now he became the Angel of Death by taking the Black Soul Stone. He has his own plans, so you basically have to fight him. We have Adventure Mode, which is a brand new mode in the game. We have Paragon 2.0, and we have Lunatic 2.0, which we just rolled out with patch 2.0. Comme toutes les extensions des Diablo avant elle, Reaper of Souls rajoute aussi une nouvelle classe, le Croisé. So we're really excited about the Crusader. I am very excited about the Crusader. At first we're sort of thinking about who's the bad guy, and we came up with the Angel of Death, which is sort of a dream come true from an artistic point of view, to say, okay, it's death. So sort of cool to do. So the Crusader is sort of the antithesis to that. It's sort of the yin and yang opposing to that. And it was also our opportunity to sort of do a weapon-made man. Have a knight with battle-scarred armor, have a shield and a flail. And from a gameplay point of view, you get a melee class that also has mid-range abilities. So you get a little bit of both. It's not just up-close combat, you also get to kite and have a little bit of a distance between. And again, it also allowed us to do the whole game a little bit darker, a little bit more gothic because of Westmarch being a nice sort of gothic city, having Malthael in the game, and also the Crusader being this very hardened sort of soldier-like new class. La grosse nouveauté, c'est le mode aventure. Il permet aux joueurs de se déplacer dans tout le monde du jeu et d'accomplir des missions. We give you bounties that you can basically achieve. You can kill uniques, or you can cleanse cursed chests, or anything like that. You get either, XP, bonus points, you get gold, but also you can earn blood shards or Nephilim Rift keystones, fragments. And 5 of those, you get a Nephilim Rift that you can actually go into a mini dungeon. Reaper of Souls est déjà disponible sur Windows et macOS, et vous pourrez retrouver la critique sur nos lives demain dans 101%. One Finger Death Punch, c'est un jeu de rythme mais pas de musique, non, de baston. On enchaîne les combos ultra violents dans un style super...
développeur américain Silver Dollar Games était connu pour ses jeux indépendants sur Xbox Live Arcade. Jeux sympathiques mais sans plus. Vers le milieu de 2013, ils ont pourtant sorti un titre un peu spécial sur Xbox Live Arcade. One Finger Death Punch, un jeu de kung-fu avec des personnages en bâton. Et nous vous en parlons car il vient de sortir en version dématérialisée sur Windows. On retrouve une ambiance de film de kung-fu avec traduction approximative. C'est fait exprès et ça marche très bien. Vous vous souvenez peut-être des premières animations flash de kung-fu avec des personnages en bâton sur internet, les Xiao Xiao ou un héros triomphait de hordes d'adversaires. Justement, on a affaire ici à un jeu dans cet esprit. Vous incarnez un héros, en bâton donc, qui se retrouve face à des centaines d'ennemis. La particularité de One Finger Death Punch est de se jouer avec seulement 2 boutons. Sur PC, le clic gauche et le clic droit de la souris. Le clic gauche permet de frapper à gauche. Et le clic droit, à droite. Si vous frappez alors qu'il y a un adversaire dans la zone indiquée sur l'écran, vous ferez mouche. Par contre, si vous frappez dans le vide, vous serez alors vulnérable. Et si un adversaire vous atteint, vous perdez un point de vie. Sachant que vous en avez 10 dans le mode de base. Le but est donc de cliquer jusqu'à battre tous les adversaires du niveau. Mais la complexité diabolique du jeu est que malgré les apparences, il ne s'agit pas du tout d'un titre où il faut cliquer comme un malade, bien au contraire. One Finger Death Punch exige de la précision. Il ne faut surtout pas se laisser entraîner par le rythme. En fait, il faut compter et prévoir. Heureusement, un chiffre présent sous chaque ennemi indique le nombre de clics nécessaires pour s'en débarrasser, accompagné d'une couleur, bleu pour clic gauche et rouge pour clic droit. Très vite, des ennemis plus costauds vont faire leur apparition. Les ennemis verts demanderont 2 clics pour tomber. Les bleus vont esquiver le premier coup en vous passant dans le dos, demandant donc un clic gauche suivi d'un clic droit ou inversement. Et plus encore par la suite. Tout ceci sans compter les boss qui eux précipiteront un combat en 1 contre 1 avec nécessité d'alterner clic gauche et droit suivant les indications. Pour faire face à ces ennemis, le joueur peut bien sûr compter sur son kung-fu. 5 styles sont très fidèlement représentés. Le tigre, l'aigle, la menthe religieuse, la grue et la technique de l'homme ivre. On sent que les développeurs sont de vrais fans de kung-fu, car même avec les graphismes primaires du titre, l'animation suit parfaitement les styles. Le rythme du jeu est ponctué d'effets spéciaux, de finishers et autres ralentis, avec même des exécutions. Il y a quelque chose de viscéral derrière tout ça qui procure une grande satisfaction. À côté, plusieurs armes seront à disposition du joueur. Épée, lance, arc, couteau de lancer. On pourra même taper dans des balles pour toucher des adversaires à distance. Et en avançant dans les niveaux, il sera possible de débloquer des talents. 3 d'entre eux au maximum pourront être utilisés simultanément. Ces talents permettent de profiter plus longtemps des armes ou d'étendre la portée des coups classiques et se déclenchent à chaque fois que l'on a abattu un certain nombre d'ennemis. Ces compteurs sont indiqués en bas à gauche de l'écran. La jouabilité changera suivant le niveau du joueur. S'il est bon, la vitesse du jeu augmentera, et inversement si le joueur ne brille pas. Cette vitesse est toujours indiquée à l'écran elle aussi. Tout cela, ce sont les bases de One Finger Death Punch. On doit se déplacer de niveau en niveau en abattant des ennemis dans des décors destructibles. Mais alors que le jeu brillait déjà de par sa jouabilité simple, élégante, mais complexe dès qu'on progresse, il brille à nouveau de par ses différents niveaux. Ceux-ci sont toujours assez courts à jouer pris séparément, mais les développeurs ont inclus de grandes variations de jouabilité et d'objectifs. On a du combat classique contre des centaines d'ennemis, du time attack où il faut finir avant le temps imparti, mais on a aussi du lancer de couteau, des combats sous la pluie où on n'y voit pas grand chose, des combats façon vieux film sans couleur, des niveaux où l'on doit casser du décor ou bien où l'on ne doit pas se faire toucher du tout. Et même la nécessité d'utiliser une arme spécifique comme le nunchaku, ou bien, et c'est véridique, l'épée laser. Quand on mélange tout cela, on se rend compte que One Finger Death Punch, sous ses apparences rigolotes de titre à petit prix, est un jeu énorme. Il nécessite de la concentration, de la précision et du talent, et propose près de 250 niveaux, 3 niveaux de difficulté, ainsi qu'un mode survie. Mention spéciale aussi aux effets sonores et aux musiques, qui sont juste parfaits pour le titre. Avec des pistes, n'ayons pas peur de le dire, épiques. Quand on sait que c'est un jeu proposé à moins de 5 €, il n'y a vraiment pas de quoi hésiter. Platinum medal awarded. Je profite de Money Shot pour vous parler du film L'Odyssée de Pi que j'ai vu que dernièrement car l'affiche me faisait peur. Eh bien j'avais... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on revisite les mythes et légendes avec Noé et Maléfique.
Darren Aronofsky fait partie de ces réalisateurs cristallisant les passions. Considéré par certains comme l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, avec des films intelligents et profonds, et raillé par d'autres pour sa prétention démesurée et une certaine vacuité dans le traitement de ses histoires. On va pouvoir très bientôt assister à une nouvelle guéguerre entre les pros et anti-Aronofsky avec son nouveau film Noé. C'est un projet que le réalisateur de Requiem for a Dream porte depuis très longtemps. Il y pensait déjà après avoir mis en scène Pi, son premier long métrage, sans se douter de l'envergure d'un tel projet. C'est bien plus tard qu'il décida de se lancer dans l'aventure, mais les producteurs étaient bien trop frileux pour lui confier l'énorme budget nécessaire pour mettre en image sa vision réinterprétée du mythe de l'Arche de Noé. Aronofsky ne veut pas abandonner son scénario, coécrit par Harry Handel, et s'associe avec le dessinateur Nico Henrikon pour transposer cette histoire en bande dessinée, éditée en France en 2011 sous le titre Noé pour la cruauté des hommes. C'est suite au carton mondial de Black Swan qu'il est approché par des producteurs pour relancer le projet cinématographique de Noé avec un budget digne d'un blockbuster. On y suivra Noé frappé par des visions divines, lui annonçant la destruction du monde par un déluge pour punir l'humanité de sa vilainie et sa violence. Il se lancera avec sa famille dans la construction d'une immense arche à même d'accueillir toutes les espèces animales ainsi que les justes et les innocents choisis par Dieu. Mais cette étrange arche attire l'intérêt et la convoitise des peuplades barbares environnantes. Au cast, on retrouvera Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Emma Watson, Ray Winstone, Kevin Durant, Anthony Hopkins et Nick Nolte. D'après certains échos, il semblerait qu'il y ait eu quelques affrontements durant la post-production entre Aronofsky et la Paramount, le distributeur du film. Suite à des projections tests, la Paramount aurait tenté de modifier le long métrage pour éviter de choquer les communautés religieuses dérangées par le traitement plus sombre du personnage de Noé et plus globalement de la Genèse. Mais le réalisateur de The Wrestler a semble-t-il eu gain de cause et ce sera sa vision de Noé qui sera diffusée au cinéma. Même si on a un peu de mal à s'enthousiasmer à la vue des différents trailers, il est malgré tout rassurant de savoir que la vision de l'auteur sera respectée. Cependant, c'est à double tranchant, car si le film n'est pas bon, Aronofsky risque de recevoir directement la foudre des spectateurs mécontents. On va bientôt savoir ce que vaut Noé, puisque sa sortie française est calée pour le 9 avril prochain, et comme pour l'Australie et le Royaume-Uni en 2D, là où le reste du monde devra subir une post-conversion 3D non désirée par le réalisateur. No. What did he say? He's going to destroy the world. My father said that one day, if man continued in his ways, the Creator would annihilate this world. Can it not be averted? He speaks to you. You must trust that he speaks in a way that you can understand. I saw water. Death by water. And I saw new life. A great flood is coming. We build a vessel to survive the storm. We build an ark. Mother! What is it? Oh, them! What do you want? You don't know your king. There isn't anything for you here. I have men at my back, and you stand alone and defy me? I'm not alone. It begins. When they come, they will be desperate, and there will be many. Take the ark! I see how hard this was for you. Remember, Noah, he chose you for a reason. Is this the end of everything? Beginning. Beginning of everything. Maléfique avait tout du projet excitant pour tous ceux qui aimaient La Belle au bois dormant de Disney. En effet, ce film est une nouvelle adaptation du conte ayant inspiré le chef-d'œuvre d'animation sorti en 1959, mais en centrant son récit non pas sur la princesse Aurore, mais sur la méchante la plus charismatique des films Disney, la terrible et bien nommée Maléfique.
On y suivra son parcours en en apprenant plus sur les événements se déroulant avant La Belle au bois dormant, lorsque Maléfique n'était pas encore une méchante sorcière. À cette époque, elle vivait dans la forêt d'un royaume paisible qui se vit menacé par une armée d'envahisseurs. N'écoutant que son courage, elle s'élève pour protéger ses terres. Mais elle fut trahie et bannie par le roi en qui elle avait foi. Le cœur brisé, elle va se venger et jeta une malédiction sur la princesse Aurore, la fille dudit roi qui vient de naître. De plus, on pouvait être intrigué car le film est réalisé par Robert Stromberg, qui signe ici son premier long métrage après avoir officié en tant que production designer sur Alice au pays des merveilles, Avatar ou encore Le Monde fantastique d'Oz. Son cast, comprenant Angelina Jolie qui endosse à merveille les cornes de Maléfique, Elle Fanning dans le rôle de la princesse Aurore, ainsi que Charles Copley en roi maudit, n'est pas non plus étranger à notre curiosité. Malheureusement, l'excitation est un peu retombée avec la diffusion des trailers. Peut-être parce que l'on imaginait un film un peu plus sombre et parce que l'aspect visuel semble se rapprocher un peu trop du tristounet Alice au pays des merveilles. Cependant, nous émettions les mêmes craintes à l'encontre du Monde fantastique d'Oz de Sam Raimi, qui s'est pourtant avéré être une excellente surprise. On espère qu'il en sera de même pour Maléfique. On saura si nos quelques craintes étaient fondées lors de la sortie du film, prévue pour le 28 mai 2014. Well, well. I shall bestow a gift on the child. Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death. Curious little beastie. Bring her to me. I know you're there. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. All the other fairies fly. Why don't you? I had wings once. They were strong, but they were stolen from me. There is evil in this world. Hatred and revenge. Bring me her head. I call on those who live in the shadows. Fight with me now. Is it true? Are you Maleficent? On va conclure avec le teaser de Jupiter Ascending, le nouveau film des Wachowski, dont on reparlera plus longuement dans le prochain numéro de Money Shot. Fearless. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. You've been searching for one thing your whole life. And she's down there. Make sure this is the right one. It's her. Good. Kill her. Who are you? I'm here to help you. It can be difficult for people from underdeveloped worlds to hear that their planet is not the only inhabited planet. Your Majesty, Kane was the best soldier I ever went into battle with. If she's what you say she is, we're not getting off this planet without a fight. Your Earth is a very small part of a very large industry. I feel I have you at somewhat of a disadvantage. Is that because you kidnapped me? Some lives will always matter more than others.
Avant la Minute du Geek, je voudrais me faire un peu d'auto-promo car le 9 avril, j'ai un livre qui sort. Un vrai livre qui s'appelle Mini Télé. De Donkey Kong Country à GoldenEye, les titres Rareware ont marqué l'histoire du jeu vidéo grâce à leur qualité technique, leur qualité graphique, mais aussi leur qualité musicale. David Wise et Grant Kirkhope sont deux grands compositeurs de musique dans le jeu vidéo. Ils sont tous les deux britanniques et sont nés respectivement en 1967 et 1962. Dès leur plus jeune âge, ils s'essayent à chacun à plusieurs instruments et acquièrent une influence musicale très large. L'un après l'autre, ils vont se retrouver chez Rareware et contribueront largement au mythe véhiculé par les jeux emblématiques de la société. Tout commence en 1985 avec David Wise, qui, comme beaucoup d'autres à l'époque, sera recruté par hasard après une rencontre avec les fondateurs de Rareware, Tim et Chris Stamper. Ils firent la connaissance du jeune musicien dans un magasin de musique. Ce dernier faisait la démonstration du synthétiseur Yamaha CX5, dont il avait composé et programmé la musique de démo, ce qui a dû convaincre les deux entrepreneurs de lui proposer du travail. Pendant plusieurs années, David Wise sera alors l'unique musicien de la compagnie. Il commencera sa carrière sur un bon nombre de jeunesses jusqu'au début des années 1990. Puis sortira de l'ombre en même temps que le studio grâce à Donkey Kong Country, sorti en 1994 sur Super Nintendo. Un an plus tard, une nouvelle recrue de Rareware le rejoint, Grant Kirkhope. Sa première mission consistait à adapter les musiques de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, à sa version Game Boy intitulée Donkey Kong Land 2. Malgré les limites sonores de la Game Boy, Grant Kirkhope livre une bande-son qui ne fait pas honte à la création originale de David Wise. L'épreuve est réussie, et cela marque pour lui le début d'une carrière qui va se poursuivre sur la Nintendo 64. Là où David Wise s'en tiendra principalement en bande-son des divers jeux estampillés Donkey Kong, Grant Kirkhope explorera plus d'univers. Il adaptera celui de James Bond via le mythique FPS GoldenEye, aidé également d'un compatriote, Robin Binland, qui fut à l'origine un peu plus tard des musiques de Jet Force Gemini et Conquer Bad Fur Day. Pour Kirkhope, c'est la série des Banjo-Kazooie qui sera au final sa véritable première création 100% originale. Il s'attaquera ensuite à Donkey Kong 64 et enchaînera sur Perfect Dark. En 2002, Rareware quitte le giron de Nintendo pour développer sur la Xbox de Microsoft. Wise et Kirkhope continueront à travailler sur quelques titres avant de prendre leur distance en 2008 et d'emprunter chacun un chemin différent. Ils sont aujourd'hui engagés dans de nouvelles expériences, mais continuent à garder un œil sur le jeu vidéo et ses innombrables possibilités d'expression. Voilà, ce 101% est terminé. Ah oui, j'oubliais, à partir du 14 avril sur la chaîne Teva, j'ai une série de sketchs avec Constance qui arrive à...